Bonjour à tous, je vous propose donc de débuter ce webinaire. Les participants manquants prendront en cours le webinaire. Bienvenue donc à tous pour ce webinaire d'information consacré au levier d'action donc pour accélérer le déploiement donc, de projets photovoltaïques au niveau des territoires. Donc, c'est un webinaire qui est organisé par UrbanThink. Tout à l'heure, Gwenaëlle vous en dira plus sur UrbanThink. Donc, l'objectif, ou l'enjeu de ce webinaire, c'est de comprendre, d'essayer de comprendre à travers le témoignage de 5 professionnels. Donc, quels sont les freins, mais aussi les leviers d'action pour accélérer donc les projets photovoltaïques au niveau du territoire. Le programme, donc on a séquencé donc ce webinaire en 3, donc une introduction rapide donc de Gwenaëlle Carfanton, CEO d'UrbanThink, et de moi-même par rapport au contexte du photovoltaïque aujourd'hui. Ensuite, une table ronde de 40 minutes avec donc 5 professionnels. Jean-Luc Debois, maire de Langouette et aussi conseiller communautaire Val-d'Aubigné. Benoît Bonaventure, directeur transition environnementale chez Arkia Bank. Stéphane Chassagnon, adjoint au directeur territorial des Vilaines d'Enedis. Pierre-Emmanuel Martin, vice-président Enerplan et président Kerelac. Et enfin, Sylvain Labrune, directeur général délégué chez EEL. Donc ensuite, après la table ronde, il y aura un temps d'échange avec le public. Donc on prendra quelques questions qu'on va soumettre effectivement aux intervenants pour qu'ils puissent y répondre. Je vais passer la parole sans transition donc à Gwenaëlle Carfanton pour nous présenter très rapidement donc UrbanThink, donc la structure qui organise ce webinaire. À vous la parole, donc, Gwenaëlle. Merci Mourad, bonjour à toutes et tous. Donc voilà, je suis effectivement très heureuse de vous accueillir dans ces premiers mots d'introduction. Nous sommes donc au deuxième webinaire de notre petit cycle donc de UrbanThink Platform. Donc quelques mots sur UrbanThink Platform. On est avant tout en fait une plateforme d'aide à la décision, d'aide à la transition écologique, pour tous les secteurs à fort, on appelle ça à fort potentiel de décarbonation. Donc, on a l'aménagement, évidemment, le bâtiment et l'énergie, et le transport. Donc, nous nous intéressons à ces réponses. Et donc, pour cela, on a mis en place 2 applications qui, aujourd'hui, sont du coup à votre disposition. Le premier qui est plutôt à destination des aménageurs, dont on ne parlera pas, qui s'appelle SynCity. Et le deuxième, qui fera peut-être l'objet de quelques questions tout à l'heure, on verra, qui concerne donc du coup l'activité ou le potentiel solaire de tous les bâtiments, quel que soit finalement le propriétaire. Donc il s'agit d'un outil d'aide à la décision pour se familiariser avec l'autoconsommation collective. Et voilà, voir de quelle façon un projet, votre projet, devient financièrement attractif, techniquement performant et surtout qui a cette vertu de décarboner. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes heureux d'ailleurs de vous apprendre que nous allons, à travers Chrysalide numérique, faire l'objet de cette remise de prix, puisque nous avons gagné le prix intelligence artificielle de Chrysalide numérique. Donc on est très contents, c'est une belle reconnaissance de nos pairs en tout cas. Et j'espère que ça permettra de continuer le développement de cette plateforme. En tout cas, notre projet 2022-2023 est destiné à la partie transport et mobilité décarbonée. Et nous sommes en consortium avec le groupe SNCF et ses filiales pour ce travail qui est aussi à la fois stratégique pour eux, mais stratégique aussi pour nous dans sa vocation du déploiement sur le territoire français. Donc voilà, donc je peut-être propose à Mourad de passer le slide suivant, juste pour mémoire. Donc voilà la page d'introduction de la plateforme UrbanThink.
Voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter et à venir solliciter nos équipes pour vous faire une démo, qu'elle soit sur SingCities ou sur Athenergy. Les deux, évidemment, sont accessibles en démo. Donc, connectez-vous sur urbansync.eu et nous serons disponibles pour voilà, vous faire partager nos convictions et surtout les solutions pour qu'elles vous aident à mieux décarboner. Voilà, donc je vous laisse animer, Mourad, cette jolie table ronde avec des intervenants qui sont remarquables. Donc, comme on dit, à vous. Merci. Merci Gwenaëlle pour ce mot introductif. Donc moi, je suis Mourad Ziroki, chef de projet économie circulaire, énergie renouvelable, bilan carbone chez KLC et UrbanThink. Donc je suis effectivement chargé d'animer cette table ronde avec 5 intervenants effectivement professionnels de la filière photovoltaïque. Donc, avant de vous donner la parole, j'aimerais bien faire une petite introduction contextuelle, justement, cette table ronde. Donc, comme vous le savez, effectivement, le photovoltaïque, c'est aussi une excellente opportunité pour les collectivités territoriales, mais pas que, hein, pour s'impliquer dans la transition énergétique qui est aujourd'hui très demandée au niveau des citoyens. Et aussi, il y a beaucoup aussi de facteurs objectifs qui concourent justement au développement futur de cette énergie renouvelable, notamment du solaire. Donc ici, je vous ai mis 4 facteurs qui concourent justement au déploiement massif des énergies renouvelables, notamment du solaire au niveau du territoire et au-delà. Donc le premier facteur, c'est qu'aujourd'hui, on a une certaine maturité technologique qui se matérialise par exemple par des rendements de plus en plus élevés, donc des panneaux photovoltaïques. Vous voyez ici Solar Impulse qui a réussi à faire le tour du monde avec des photovoltaïques. Il y a aujourd'hui des satellites qui fonctionnent à l'aide des panneaux photovoltaïques. Donc du côté aussi deuxième facteur, c'est du côté de l'État. Donc aujourd'hui il y a des aides qui sont accordées par l'État, notamment des primes d'installation, mais aussi la plus importante aide aujourd'hui, c'est vraiment les tarifs en obligation d'achat en fait, qui sont assurés justement par EDF. Troisième élément qui est lié aussi un peu à la crise Covid. Donc, on assiste à une tension très forte sur les prix énergétiques. Cette tension se matérialise par effectivement une inflation des prix. Cette inflation des prix est appelée à se développer dans le futur. Hein, donc, c'est pas que un événement conjoncturel. Donc, il est vraiment structurel. Donc, on va retrouver cette augmentation aussi très présente dans le temps. Hein. Donc, selon les estimations d'EDF d'ailleurs, et qui est reprise par Comwatt. Donc, on voit ici sur le graphe, qu'effectivement, on prévoit 40% d'augmentation de déciles entre aujourd'hui et 2030. Enfin, un quatrième levier, en fait, c'est aussi que les énergies renouvelables, c'est aussi un levier de solvabilité pour les ménages, mais pas que, même pour les collectivités. Aujourd'hui, intégrer les photovoltaïques dans ce mix énergétique local, c'est s'assurer aussi des marges de manœuvre financières, pour effectivement diminuer les coûts de fonctionnement pour les collectivités, parce que ça permet de réduire effectivement la facture d'électricité. Donc, compte tenu de ces facteurs favorables photovoltaïque, on peut s'imaginer qu'effectivement le déploiement terrain de ces projets va être très facile. Sauf que ce qu'on observe aujourd'hui, malgré ce contexte favorable au niveau réglementaire, technologique, etc., il y a beaucoup de collectivités qui sont aussi dans l'attente, donc il y a un certain attentisme justement pour passer le pas et investir de photovoltaïque. Donc d'où aussi l'intérêt aujourd'hui de ce webinaire, c'est de s'interroger avec l'ensemble des acteurs de la filière, de voir, de décrypter un petit peu ces freins qu'on ne voit pas, mais aussi proposer des solutions ou des pistes de réflexion pour aider
tous les acteurs du projet photovoltaïque, donc à aller plus loin et aussi à investir effectivement dans cette énergie voilà, propre, locale, donc qui peut participer effectivement à la résilience énergétique des territoires. Donc, aujourd'hui, pour discuter effectivement de ces leviers, en fait, pour faciliter l'insertion territoriale des projets photovoltaïques, on a 5 intervenants professionnels où on a la chance d'avoir des acteurs situés à différentes échelles de la filière photovoltaïque. On a des financiers, des installateurs, on a aussi Enedis, donc aussi on a le maire de Languette, Jean-Luc Debois. Languette, pour rappel, c'est vraiment l'une des communes pionnières effectivement dans le photovoltaïque, notamment sur le volet autoconsommation collective. Donc l'idée de cette table ronde, c'est avec vous. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce webinaire. Donc, j'aimerais bien commencer d'abord par vous donner la parole à chacun de vous présenter très rapidement. Vous nous dites ce que vous faites, voilà comment se caractérise votre projet d'accompagnement des projets photovoltaïques auprès des apporteurs de projets, quoi. Donc, très rapidement, on va commencer peut-être par monsieur le maire, Jean-Luc Debois. Est-ce que vous pouvez juste nous donner voilà, une petite présentation de vous et de votre commune, très rapidement, 2 minutes suffisent. Oui, bonjour à toutes et à tous, heureux d'être avec vous pour parler d'énergie solaire. Donc, je suis le maire de la commune de Languette. Alors, Languette, c'est une petite commune de 600 habitants à 20 km de Rennes, qui appartient à la communauté de communes du Val-d'Ille-Aubigné, communauté de communes qui est engagée dans une démarche, je dirais, de territoire à énergie positive. Donc, on est déjà dans le sujet. Languette, sous l'impulsion de mon prédécesseur, a été très tôt dynamique sur l'énergie solaire, puisque je dirais il y a au moins 5 installations qui ont été mises en place avant de parler d'autoconsommation collective entre 2004 et 2012-2013. Ce qui fait que si je rajoute ce que nous avons aujourd'hui, et ça sera un point important que je dirai tout à l'heure, si je suis nos indicateurs, je dirais en 2020, nous avons par rapport à la consommation électrique utilisée dans tous les bâtiments de la commune, je dirais produit 152% de cette consommation. Donc je pense que c'est un indicateur intéressant, j'y reviendrai. Je pense que l'indicateur est sûrement un bon moyen de suivre l'évolution de nos projets. Okay, merci monsieur le maire. Peut-être avec Benoît Bonaventure, donc un petit mot donc, par rapport à ce que vous faites, aussi comment dans votre travail vous accompagnez effectivement quotidiennement des projets photovoltaïques. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc Benoît Bonaventure, donc en charge de la direction de la transition environnementale chez Arkea Banque. Ce qui est important de préciser, c'est les acteurs aussi avec lesquels on travaille. On travaille principalement avec les acteurs collectivités institutionnelles, donc ce sont également le secteur associatif, le secteur HLM, le secteur du handicap, de l'enfance, de la personne âgée, le secteur consulaire, très important également, portuaire et aéroportuaire, sur toutes les thématiques photovoltaïques. On intervient également auprès des professionnels de l'immobilier, puis auprès des entreprises, principalement de grande taille, supérieure à 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. On intervient de façon transversale sur l'ensemble des marchés avec une équipe d'experts qui a été constituée il y a un peu plus d'1 an avec des experts de l'énergie. On a une docteure en énergie dans l'équipe. On a également des professionnels de l'immobilier parce que l'objectif, c'était clairement de répondre au mieux aux différentes sollicitations du terrain. Et puis, depuis quelques années, on voyait une territorialisation de plus en plus forte des projets énergétiques et puis en tête desquels sur le financement des ENR, qui est une brique sur laquelle on intervient. Notamment le photovoltaïque. On intervient sur le territoire national avec un peu plus de 20 centres d'affaires. Donc, on est présent également dans toutes les métropoles pour accompagner les différents projets. Merci Benoît. Stéphane Chassagnon pour Enedis. Oui, donc Stéphane Chassagnon, adjoint à la directrice territoriale d'Enedis pour l'Ille-et-Vilaine. Donc Enedis, on est le gestionnaire du réseau électrique en charge du raccordement de l'ensemble des clients, que ce soit des clients consommateurs, mais également des clients consommateurs. Donc voilà, on est la pierre angulaire, on est l'entité qui rend possible ces nouvelles formes d'usage sur l'autoconsommation collective, où voilà, grâce au réseau qu'on gère et à la mise en place des compteurs communicants, dont les compteurs Linky, ça nous permet de répondre à ces nouvelles démarches, à ces nouvelles envies qui émanent des territoires. Voilà. Merci Stéphane.
Donc on Pierre-Emmanuel? accompagne bien évidemment l'ensemble des projets. Alors pour ma partie sur l'île-et-Vilaine, donc j'ai eu le plaisir d'accompagner le projet de Languette. J'en accompagne un certain nombre d'autres sur le département d'Ille-et-Vilaine, donc on pourra en parler tout à l'heure. Voilà. Et on a eu le plaisir de signer la seconde autoconsommation collective vendredi dernier sur la commune du Ferret. Donc c'est un projet également labellisé SMILE. Voilà. Très bien, merci Stéphane. Pierre-Emmanuel, Martin? Bonjour et à tout le monde et merci Mourad. Donc Pierre-Emmanuel Martin, je suis le président d'un groupe qui s'appelle Terre et Lac, qui fait du solaire en toiture, industriel, agricole, des ombrières et des centrales au sol. Notre approche, ou en tout cas notre élément différenciant, alors moi je suis dans le Grand Quart Sud-Est, donc voilà, on a peu, aujourd'hui, on intervient plutôt dans ces zones-là, mais disons que je suis un acteur des énergies renouvelables et j'ai fait beaucoup d'éolien dans ce grand quart nord-ouest. Voilà, donc je connais bien ce territoire là-haut. Alors nous, on est un groupe indépendant, enfin c'est ma société, mes sociétés, le groupe Terre et Lac. On est une soixantaine de collaborateurs et notre particularité, c'est de travailler en étroite collaboration, en profitant des innovations apportées par la loi de transition énergétique, notamment au travers des SAS Énergie, de travailler avec les acteurs de territoire, les collectivités ou les industriels pour proposer des véhicules innovants permettant d'aller vite et de pouvoir développer pas mal d'actifs. Et notamment, on a fait la première centrale en France en pur PPA au sol dans une commune où on la met en circuit court, donc avec une fourniture d'électricité, en tout cas proposition qui est faite aux habitants de la collectivité environnant la centrale, de compter dans leur contrat de fourniture avec l'opérateur qui est retenu sur la boucle, une part de fourniture en direct. Voilà. Ok, merci Pierre-Emmanuel. Sylvain Labrune pour IEL. Bonjour à tous. Voilà, je représente la société IEL, Initiative Énergie Locale. On est un groupe indépendant de 65 personnes dans le Grand Quart Nord-Ouest. On est à 50% sur les métiers du grand éolien, des centrales au sol. On a 100 mégawatts d'actifs qui nous appartiennent. Et on a ensuite deux filiales. Une filiale IEL études installation qui fait les centrales en toiture dans le monde agricole, entreprises et collectivités, que ce soit toiture ou ombrière de parking. Et puis une filiale d'exploitation et de maintenance pour suivre les parcs solaires de nos clients et puis les nôtres. Voilà, donc on a par exemple 550 contrats de maintenance chez nos clients notamment. Voilà. Merci. En fait, pour effectivement faire le lien avec la question aujourd'hui qui nous préoccupe, en fait, aujourd'hui, on a effectivement un climat réglementaire, hein, d'affaires, aussi technologique, qui est très très propice effectivement au développement donc des photovoltaïques. Mais on constate aussi que beaucoup de collectivités sont réticentes à aller sur ces projets-là. Donc, comment vous expliquez ces réticences? Est-ce qu'il y aurait des freins aujourd'hui encore à lever pour permettre aux collectivités d'investir davantage dans le photovoltaïque? Par exemple, avec Stéphane, est-ce que tu peux nous donner effectivement ton point de vue, donc point de vue d'Enedis, effectivement, ce qui bloquerait encore aujourd'hui à aller vers plus de photovoltaïque, notamment en investissement des collectivités? Donc, je disais, le cadre réglementaire aujourd'hui, comme le disait Mourad, a fortement évolué, mais si on fait une petite rétrospective et qu'on se projette il y a encore 2-3 ans, en fait, le périmètre d'autoconsommation collective qui était permis par le législateur, il se limitait à des clients qui étaient raccordés uniquement sur le même poste de transformation, donc le même poste de quartier. Il a été élargi à la possibilité d'intégrer l'ensemble de clients raccordés en basse tension dans un périmètre de 2 km. Et dernièrement, voilà, le législateur a autorisé à ce qu'on puisse aller raccorder, que ce soit des producteurs ou des consommateurs, raccordés en HTA et raccordés en basse tension, toujours dans le périmètre des 2 km, voire
20 km sous des du ministère de la Transition écologique. Donc, c'est le cadre réglementaire qui évolue, mais c'est vrai qu'il y a encore des collectivités ou des porteurs de projets qui restent avec l'idée de l'autoconsommation collective dès le début. Donc voilà, il faut faire preuve de pédagogie et ces webinaires sont un petit peu là pour ça, pour actualiser le niveau de connaissance de l'ensemble de la filière et accompagner ces évolutions. Stéphane, il y a beaucoup on a entendu beaucoup effectivement de gens parler aussi. Là, je profite voilà, pour poser la question au niveau de l'Enedis, que les délais de raccordement en réseau en fait, sont aujourd'hui un peu dissuasifs en fait, pour pas mal de projets. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des améliorations? Est-ce que tu peux me donner un petit peu ta réponse par rapport à ça? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle un délai dissuasif. 4 mois à 1 an aujourd'hui. Ouais, après, voilà, il y a Enedis, en fait, comme tout constructeur, en fait, lorsqu'on construit un ouvrage électrique ou un nouveau raccordement, il y a un cadre réglementaire qu'on doit respecter. Donc, on est en lien avec les services de l'État pour essayer de faciliter au maximum ces démarches pour que l'ensemble de la filière en bénéficie, mais il y a encore des verrous qui ne sont pas levés aujourd'hui. Donc ça c'est la première, mais il y a des projets qui vont relativement vite. Hein. Si je prends la dernière dont je vous parlais tout à l'heure, sur la commune du Ferré, ça s'est fait en quelques mois. Alors c'est vrai que c'est un projet d'autoconsommation collective un petit peu particulier, parce qu'en fait l'autoconsommation collective, en tout cas l'énergie qui est produite sur des bâtiments de la commune est répartie sur des points, sur des bâtiments communaux. Donc c'est vrai que ça facilite aussi toute la partie redistribution ou réaffectation de l'énergie sur les différents points. Voilà. Ok, merci Stéphane. Donc, même question par rapport à… Et ce qui peut faire… sur les choses si je peux compléter peut-être sur les… Vas-y. Ouais, si je peux compléter peut-être sur les choses qui permettent de faciliter ou l'appréhension de nouveaux projets, c'est les outils qu'on met à disposition des entités externes, comme le simulateur de raccordement basse tension, la mise à disposition des données des clients via des API de manière simple, ce qu'a fait notamment Setur il y a quelques temps. Voilà, donc c'est toutes ces. On s'aperçoit que sur les projets d'autoconsommation collective, en fait, la donnée elle est au cœur des sujets, et plus cette donnée elle est visible par les porteurs de projets, plus elle est rendue simple et accessible, plus ça permettait de faciliter l'émergence de ces mêmes projets. Effectivement. Donc, du point de vue d'Arkia, donc le financeur, comment vous expliquez ces réticences, notamment des collectivités, mais au-delà, donc bailleurs sociaux, donc sur ces projets photovoltaïques? Comment vous voyez les choses? Alors, on a des sollicitations de la part quand même des collectivités locales ou des bailleurs sur ces sujets-là. Nous, on intervient. Alors, on va dire que sur le financement, on va être plutôt sollicité, bien évidemment, en aval. Par contre, le mieux pour nous, c'est d'avoir bien évidemment les informations le plus en amont possible. Régulièrement, on va être sollicité par un porteur de projet qui soit pris des pourtours du projet. Vous m'entendez? Ça a coupé un petit peu, mais allez-y, Benoît, allez-y. Non, pardon. Ce que je disais, c'est que plus on a les informations en amont sur le porteur de projet, sur les porteurs de projet, sur effectivement la boucle locale d'énergie éventuellement qui a été mise en place, que ce soit pour l'autoconsommation, que ce soit pour de l'injection directement dans le réseau, mieux c'est, parce que nous, on va avoir demain à cerner l'ensemble des pourtours pour financer le projet, soit en direct, soit ce qu'on appelle en financement de projet, mais j'aurai peut-être l'occasion de détailler un petit peu plus tard. Côté collectivité locale, alors j'enlève juste, je prends mon ancienne casquette. J'étais en charge notamment des collectivités locales sur tout le Grand Ouest. À mon sens, c'est pas une question de situation financière de la collectivité, parce que les collectivités en général ont quand même des situations plutôt saines sur le territoire métropolitain. Et sans trop me tromper, je pense que Monsieur Dubois peut-être le dira également. Aujourd'hui, la première dépense des collectivités locales, c'est pas après le personnel, c'est pas le service de la dette, c'est la dépense énergétique. Donc là, il y a aujourd'hui des marges de manœuvre à trouver. Et au travers l'expérimentation UrbanSync avec Atenergy, je trouvais à la fois l'expérience digitale extrêmement intéressante, parce qu'elle, évidemment, pour une collectivité locale ou même pour des porteurs de projets qui soient notamment privés, d'identifier les gisements sur leur territoire par la définition peut-être de quelque chose qu'on appellerait un cadastre solaire. Donc voilà, donc
de notre côté, pas de frein, peut-être côté finance locale, plutôt d'avoir un outil d'aide à la décision pour les accompagner dans leurs projets. Ah, très bien. Je pose la même question à Pierre-Manuel Martin pour donner son avis du point de vue effectivement installateur, mais aussi bureau d'études. Est-ce qu'effectivement il y a des freins supplémentaires que tu vois, Pierre-Manuel, qui sont aujourd'hui bloquants pour les collectivités pour aller vers ces énergies renouvelables, notamment le solaire? Alors, je ne suis pas installateur, je suis développeur, donc on Oui. suscite et on génère justement des projets. Donc moi je parle de plus de 20 ans d'expérience. Je dirais, alors, une des grandes difficultés pour les collectivités, me semble-t-il aujourd'hui, c'est que il y a un appétit énorme. Mais par quel bout prendre le truc? Et donc, c'est plutôt cette question à laquelle il faut les aider. En tout cas, c'est sur cette question que nous, on essaie de les aider. En gros, pour faire court, le panorama, c'est quoi? C'est les collectivités voient évidemment sur leur territoire. L'énergie solaire est d'abord une énergie territoriale. Je pense qu'il faut partir de ce postulat. Hein. Elle se concentre absolument pas dans un lieu, il n'y a pas une mine, là, c'est également réparti sur tous les territoires. Et les collectivités, plus elles sont rurales et étendues, plus il y a de l'espace. Et toutes les collectivités aujourd'hui, même je pense, puisque là on a eu vent d'un appel d'offres vers Caen, sur Condé-sur-Noireau, où les prix sont totalement délirants. Enfin, toutes les collectivités savent et sont poursuivies par les assiduités de tous les développeurs de France, de Navarre et d'ailleurs pour changer leur POS, leur PLU, leur règlement, etc., etc. Donc, elles savent qu'il y a un truc. L'énergie est chez elles. Elles ont des dépenses énergétiques. Elles ont des visées, des visions. Elles sont impliquées dans les syndicats d'électrification ou dans les syndicats d'énergie. Donc, elles savent qu'il y a quelque chose à faire. Mais comment le faire? Voilà. Et donc, c'est toutes ces réflexions qui constituent, je dirais plus que des freins, c'est la complexité qui est véritablement aujourd'hui l'obstacle. Alors, on a cette notion d'autoconsommation collective, qui, aussi séduisante soit-elle, c'est, excusez-moi le terme, mais c'est quand même un gros bordel. Enfin, je veux dire, on a les règles qui changent, on a des référentiels qui sont compliqués à mettre en place, il faut créer la personne morale, enfin bon, voilà. Donc en fait, se pose la question pour les collectivités de l'organisation et de la planification. Que savent faire les collectivités? Elles savent planifier, elles savent organiser. Comment dans ce marché de l'électricité, elles peuvent revenir? Alors, certaines sont tentées sur la question de la régie, donc elles se disent pourquoi pas recréer des régies, donc c'est contrevenir à un code de l'énergie qui est extrêmement... Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais je laisserai les régies, les collectivités faire leur... Il existe des outils extrêmement simples que la loi de transition énergétique a mis en place, il faut qu'elles y pensent. C'est à la fois des outils qui sont des outils d'investissement. Donc, on va parler de la SAS Énergie, des outils de financement. Il y a la question du financement participatif, des gouvernances. Et là, avec ces outils-là, une collectivité qui s'intéresse véritablement à son patrimoine énergétique, mais qui dépasse la simple question de ces quelques toitures, gymnases, etc. C'est globalement comment éviter les spéculations, quel partenaire choisir. Et je le dis souvent, le défi qui est posé aujourd'hui aux collectivités, sur le solaire, c'est un peu le défi des Saoudiens avant Ibn Saoud, quoi. C'est comment réussir à un peu inverser les rapports de force avec des opérateurs qui, tels des anglo-américaines pétrolières, viennent sursolliciter les collectivités dans leur quotidien, des propriétaires fonciers, bien évidemment. Et ben, c'est comment on peut s'organiser, on organise finalement une planification progressive, territoriale, où on affirme ses ambitions. Nous, on travaille avec les collectivités, où on va faire la planification. Voilà, après un AMI, elles nous ont retenus comme développeurs pour faire la totalité des mégawatts, y compris sur du foncier privé. Donc, on affirme carrément une ambition sur un plan de développement de 100 mégawatts à horizon 2030, sur lequel on va boucler après la question la boucle locale, de la destination de cette énergie, comment peut-elle venir à réduire
les dépenses énergétiques, donc comment rendre du pouvoir d'achat à partir de ces actifs constitués auprès des collectivités. Et c'est là où, évidemment, tous les outils, le cadastre solaire, et ce que vous faites avec UrbanSea, qui est notre plateforme, c'est comment avoir de l'intelligence, de la data, les collectivités peuvent se rendre compte à quel point il y a un vrai bénéfice à organiser ce solaire sur le territoire en lien avec les consommations, mais globales, qui ne soient pas que celles de la commune, celles des citoyens. Voilà. Et il existe plein d'outils, mais il faut que les communes acceptent clairement d'organiser le truc et donc d'être accompagnées par des professionnels pour ce faire. En sortant, et si je peux me permettre, je conclure ainsi, les fausses bonnes idées, c'est-à-dire que les SEM, les régies, etc., c'est pas des outils qui sont adaptés pour le nouveau marché de l'énergie extrêmement qui va très très vite. Et là, je me félicite, on travaille beaucoup avec Enedis sur nos boucles locales. Bien, Enedis, il y a 10 ans, c'est pas l'Enedis d'aujourd'hui. Effectivement. Demain, la SEM d'aujourd'hui, c'est toujours la SEM d'hier, et elle peut pas apprendre dans sa gouvernance et devant. Donc, il faut trouver des compromis. Et la SAS Énergie le permet, un bon professionnel, un tiers de confiance, donc une banque, un fonds d'investissement qui sait regarder les thèses, plus les collectivités. Voilà, 3 gros tiers dans les SAS Énergie. Pour moi, c'est l'équation idéale pour avancer vite et bien. Merci Pierre-Manuel. Je voulais juste aborder peut-être un frein aussi qui peut être aussi très très bloquant, notamment pour les installateurs comme IEL, c'est les fonciers, la rareté des fonciers. Donc, et comment vous voyez ce frein-là? Est-ce que comment en fait pour vous cette rareté des fonciers pour l'installation des photovoltaïques, notamment au sol, peut être justement bloquant pour les projets d'envergure, comme par exemple celui que vous avez installé sur Pompéan, donc 20 hectares de photovoltaïque. Alors l'accès au foncier, il se trouve que jusqu'à il y a peu de temps, les développeurs n'avaient pas trop en tête qu'il y avait du soleil en Bretagne. Donc j'allais dire jusqu'à maintenant, il y avait de la place pour les quelques résistants gaulois qui croyaient dans l'ensoleillement des Pays de Loire et de la Bretagne. Donc plus sérieusement, Pompéan, il se trouve que là, on a été approché directement par le groupe Marc qui détenait ce foncier. Après, nous, on est vraiment, on n'a pas forcément vocation à être un acteur national, mais par contre, on concentre bien notre énergie sur la Normandie, Pays de Loire, Bretagne, et du coup, on a une assez bonne connaissance du territoire. Et pour l'instant, on a eu la chance de faire des projets on va dire dans des tailles quand même assez raisonnables de 5 à 10 hectares et plutôt des terrains délaissés et des décharges. Il est vrai que maintenant, on est en train de regarder le sujet des friches agricoles. L'agrivoltaïsme, on se pose beaucoup de questions. On voit que toutes les boîtes anglo-américaines, comme dit Pierre-Emmanuel, sont en train de se ruer et viennent avec leur paquet berger plus mouton. Pour faire du soi-disant agrivoltaïsme. Nous, on garde ça, on est assez circonspect quand même là-dessus. On a peur que ça tourne mal et on peut se mettre à la place des collectivités qui ont peur de se voir dépecés de leur foncier. Donc nous, quand on trouve un foncier de notre côté, si c'est pas à la demande d'une collectivité, l'idéal c'est quand même à la demande d'une collectivité, comme disait Pierre-Emmanuel. Et effectivement, j'aime bien l'idée des 3 parties. Une SAS qui associe une banque, un professionnel qui est suffisamment souple pour déposer des appels d'offres à la creux et une collectivité. Nous soit c'est ce scénario idéal, soit on trouve nous-mêmes du foncier et on va, dès que le projet est suffisamment bien avancé, au-devant de la communauté de communes. Et on leur propose de se mettre au capital du projet. Juste peut-être pour mettre en place cette effectivement solution effectivement que facilement je partage, il y a juste un petit souci réglementaire. Aujourd'hui, les collectivités sont limitées en fait, par rapport au montant qu'ils peuvent investir sur des projets énergétiques solaires, donc à 5%. Du coup, ça peut être effectivement un frein effectivement pour explorer cette possibilité. Oui. Donc c'est peut-être ça nécessite effectivement des évolutions réglementaires effectivement pour effectivement envisager cette solution.
mais à l'instant T, il y a ce problème de limitation des financements. Manuel, peut-être? Non, je vois pas. Non, il n'y a pas de limitation sur les financements. Après, Des collectivités. Non, les collectivités peuvent. Après, c'est la question des comptes courants et du capital, mais il n'y a pas de limitation. Une collectivité dans une énergie peut monter. Je suis d'accord avec Pierre-Emmanuel, on a fait des montages à 20-30% dernièrement. Hein, Tous nos montages des collectivités, en gros, on est sur 35% pour le bloc communal, 40% pour nous, et on met même à la demande de certaines collectivités 5% de participatif, enfin, à travers une société d'investissement participatif, et les 20 derniers pourcents pour le tiers de confiance. Donc c'est soit le fonds, donc on a en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a un fonds en plus régional qui s'appelle OSENR, donc qui permet aux collectivités d'être véritablement le tiers, mais si la collectivité a confiance, où on peut amener effectivement des gens comme Arkea qui ont certainement leurs propres fonds. Il y a à la fois les fonds propres, ou quasi-fonds propres, et la dette globale projet. Donc il y a pas de souci. Une collectivité n'est pas limitée en fonds propres. Monsieur le maire, je pense que vous êtes directement concerné, peut-être justement. Est-ce que de votre point de vue, est-ce qu'il y aurait encore des freins qui vous empêcheraient aujourd'hui d'investir davantage dans le photovoltaïque? Je pense qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été dites jusqu'alors. Alors je vais revenir là-dessus parce qu'il y a eu plusieurs questions pour les collectivités. Le secteur énergie, oui, ça a été dit, est un poids lourd, je dirais, dans nos budgets. Je dirais, nous sommes heureux, nous, à Languette, finalement, d'avoir fait ces choix depuis longtemps sur l'énergie solaire, parce qu'en fait, globalement, on a quand même un revenu de l'ordre de 10 000 €. Alors, pour une petite commune comme la nôtre, c'est important, d'énergie vendue sur le marché. Donc ça, c'est pour la question qui a été posée tout à l'heure sur l'importance de l'énergie pour les communes. Pour les projets, pour les dossiers, moi je dirais que certes il y a la planification, je pense qu'on en a fait beaucoup. Ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est de faire des projets. Il faut avoir des projets. Il y en a eu chez nous à Languette au niveau de la boucle d'autoconsommation. Il y en a sur la communauté de communes. Je citerai ce qui a été fait dernièrement avec le pôle multimodal de Montreuil-sur-Île par la communauté de communes du Val-d'Ille-Aubigné, où finalement on a trouvé, en refaisant les parkings devant la gare, le fait de monter je dirais, des ombrières photovoltaïques. Ça, c'est un projet intéressant. Et ce que je dirais par rapport à ce qui a été dit sur les SEM, tout à l'heure, les sociétés d'économie mixte, ça a été fait aussi avec Énergive, qui a eu l'intelligence de se mettre, je dirais, avec un opérateur industriel pour créer finalement une filière industrielle toute faite d'ombrières photovoltaïques. Je pense qu'il y a d'autres fabricants et d'autres installateurs dans la table ronde autour de cette conférence. Mais je dirais, je trouve que là, ça c'est l'intelligence, c'est de trouver le moyen pour faire un projet plus vite, d'avoir une solution industrielle toute faite. Et je pense qu'on va voir ça au niveau de la communauté de communes, je pense que ça nous fait déjà une bonne matière, une bonne solution qui peut être plus facilement déployée. Ça, c'est pour la réponse à la question sur de la vitesse des projets. Moi, je pense que ce qui manque le plus en ce moment, ce sont des projets. On a fait les planifications, on a plein d'objectifs, maintenant il faut faire beaucoup de projets. Et c'est vrai que quand je regarde ce qu'on a fait au niveau de la boucle d'autoconsommation collective à Languette, ce qui n'a pas été dit jusqu'alors, c'est qu'il y a une attente forte des habitants. Et alors, ce n'est pas qu'un problème de financier, entre guillemets, je l'ai été, je sais ce qu'il en est. Je pense que c'est aussi un sujet qu'il faut que le territoire et les habitants du territoire soient. Il y a sur notre territoire de côté de Val-d'Ille-Aubigné, je dirais, des associations, je pense au Survolté à Guipel, qui sont qui sont acteurs de cette évolution. Donc il faut aussi impliquer les habitants dans cette évolution. Et quand je regarde ce que nous avons fait à Languette, au niveau de la boucle d'autoconsommation collective, c'est compliqué, je ne vais pas vous dire le contraire, j'ai encore des soucis au niveau de
la gestion financière comptable avec je dirais dans les comptes de la commune. Parce que c'est vrai que de faire en régie, d'être finalement fournisseur d'énergie, c'est pas si simple que ça. Hein. Même si je le dis souvent, c'est assez amusant parce qu'on revient à l'histoire, je dirais, de l'énergie en France, où tout est parti des communes. Mais c'est vrai que ce n'est pas simple. Mais je pense qu'il est important que dans nos projets, on y mette aussi les habitants qui ont aussi envie de participer. Alors aujourd'hui, on a, nous, une association locale qui porte finalement la relation entre le producteur et le consommateur. Consommateurs qui sont des habitants de la commune. Oui, la commune de Langouette produit de l'énergie qui est vendue à 8 habitants, 8 familles de Langouette et une exploitation agricole. Mais on voit bien que là, il y a un intérêt et ça accélère aussi les projets et ça donne envie de développer ces projets sur le territoire. Donc j'ai peut-être été un peu long, mais je pense que c'est important aussi de remettre ça sur le territoire. Effectivement, en fait, on voit très bien effectivement avec Langouette. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez même d'autres projets, hein, donc vous souhaitez aller encore plus loin. Parce qu'effectivement, l'exemple de Langouette est très, très concluant. Donc, vous avez bénéficié effectivement de pas mal d'expertise, mais aussi pas mal d'aide. Donc, c'est un exemple assez intéressant effectivement d'investiguer et aussi à partager, notamment au niveau des bonnes pratiques. Vous avez qui ont donné des résultats au niveau de Langouette à partager avec les autres territoires qui souhaiteraient effectivement s'engager dans ce genre de projet. Moi, je note deux autres freins peut-être qui peuvent effectivement aujourd'hui bloquer. C'est ce qu'il disait tout à l'heure Sylvain. Effectivement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui croient donc qu'en Bretagne, il n'y a pas beaucoup de soleil. Par rapport au sud, c'est évident. Par contre, c'est pas pour autant que les projets photovoltaïques ne sont pas pertinents à Rennes ou à Nantes, etc. Il y a aujourd'hui également des technologies qui peuvent aujourd'hui aider à contourner ce problème. Donc, il y a ce problème psychologique qui continue effectivement aujourd'hui à bloquer. Comment dire, il y a un deuxième point qui est aussi, comment dire, qui bloque, c'est aussi l'existence d'outils d'aide à la décision pour accompagner les porteurs de projets à clarifier leurs décisions à partir sur des scénarios de réalisation les plus pertinents. Là, je prêche un petit peu pour ma paroisse. Nous, chez Urban Tech, on a développé effectivement un outil d'aide à la décision qui s'appelle Aténergie, qui va dans ce sens, effectivement, qui permet d'apporter une aide à la décision pour les porteurs de projets, pour leur donner une estimation de la rentabilité et de la faisabilité technique avant même qu'ils réalisent leur projet. Et pour faire ce travail-là, l'accès à la donnée était très, très important. C'est pour ça que notre travail avec Enedis, notamment avec les API qu'ils ont développés avec DataConnect, c'est quand même très important. Et effectivement, d'ailleurs, je remercie Stéphane, merci pour cette collaboration qu'on a initiée ensemble. C'est vraiment un pas géant pour essayer d'utiliser effectivement la donnée, le numérique au service effectivement de ces projets énergétiques qui participent à la résilience énergétique des territoires, quoi. Donc, deuxième question que j'aimerais bien vous poser, c'est aussi comment dire, par rapport aux solutions aujourd'hui qui existent, que ce soit au niveau technologique, au niveau aussi accompagnement, expertise, qu'on peut aujourd'hui déployer pour aider les porteurs de projets et en premier lieu les collectivités à aller de l'avant. Donc, est-ce qu'aujourd'hui vous avez pu identifier des solutions concrètes, pratiques qu'on peut effectivement partager avec nos participants aujourd'hui pour aller de l'avant sur le photovoltaïque? Par exemple, Sylvain, est-ce que aujourd'hui tu as pu identifier effectivement certaines solutions pratiques que tu peux partager avec nous à travers des projets que tu as accompagnés, etc. Si vous voulez, au-delà du fait de rappeler qu'il y a du soleil en Bretagne et Pays de Loire, et si déjà vous avez retenu ça ce matin, on n'aura pas perdu notre temps. Ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que le solaire photovoltaïque, sur 25 ans, ce qui correspond à la garantie de rendement des panneaux, on a un prix de revient qui est de l'ordre de 50 € du mégawattheure. Aujourd'hui, quand on voit le prix EPEX, le prix de gros sur le marché qui tourne autour des 250-300 € du mégawattheure, on se dit quand même qu'il y a quand même des économies à court moyen terme à prendre sur des opérations solaires qui sont facilement intégrables dans le paysage, ce qui est quand même pas forcément le cas d'autres énergies, y compris d'ailleurs la méthanisation.
Donc le conseil que je donne, c'est regardez votre bâti, faites-le analyser soit par un bureau d'études, soit par même à la limite un stagiaire qui a une tête bien faite. La loi de transition énergétique est là pour aider les collectivités. Il y a la loi climat-énergie, la loi climat-résilience. Les collectivités sont concernées pour tout ce qui est tertiaire et bureaux et même hangar de stockage. Effectivement, un peu moins quand on construit une piscine. Par contre, quels que soient vos projets, ayez toujours le réflexe, est-ce que je peux mettre du solaire en toiture? Est-ce que je peux valoriser mon parking? Effectivement, certaines SEM dans le Morbihan et à Rennes et dans l'île-et-Vilaine commencent vraiment à avoir ce réflexe-là. Donc ça, c'est très bien, ça va dans le bon sens. Il y a encore plein de choses à faire. Ne construisez plus de bâtiments avec des toitures au nord. J'ai la cantine de mes enfants, toiture plein nord. Voilà, bah, super. Bah, donc les jeux sont faits. Là, on a 300 mètres carrés inutilisables pendant 30 ans. Donc c'est tout bête, mais sensibilisez vos architectes, vos maîtres d'œuvre. On pense au pire, toit plat, au mieux, toit orienté au sud. C'est tout bête, mais c'est pas une fois que le bâtiment est monté qu'on pourra faire machine arrière. Pour conclure, il faut absolument que tous vos projets, vous imaginiez que les arbres, on les met plutôt au nord, le parking, on le laisse disponible pour du solaire. Et le bâtiment, il faut qu'à chaque fois que vous fassiez un projet de rénovation de construction, il soit capable d'accepter du solaire. J'allais dire, une fois que vous avez fait ça, même si vous ne mettez pas du solaire tout de suite, il sera toujours possible ultérieurement de l'équiper par vous-même ou au pire par un tiers investisseur. Ok, très bien. Pour Stéphane, est-ce qu'il y aurait des solutions que tu peux partager avec nous, effectivement Ouais, alors je vais reprendre un peu ce que disait en fait Pierre-Emmanuel Martin tout à l'heure. Effectivement, je ne peux que confirmer que l'Enedis d'hier n'est pas le même que celui d'aujourd'hui et que le Enedis d'aujourd'hui n'est pas le même que celui de demain. Voilà, on évolue aussi avec les attentes des collectivités, des citoyens par rapport à ces projets-là, et notamment sur la dimension raccordement et accessibilité de la donnée. Hein. Tu parlais du travail qu'on avait fait en collaboration aujourd'hui via une API pour mettre à disposition des clients de Sétur par rapport à leurs données de consommation et d'éventuelles productions. Donc ça, c'est ce qu'on sait faire aujourd'hui. On travaille sur le développement d'une API pour courant 2022 qu'on mettra à disposition des porteurs de projets ou des bureaux d'études qui le souhaitent, cette API-là, pour qu'elles puissent, à travers leur outil, directement attaquer notre système d'information pour simuler des modalités de raccordement, chose aujourd'hui qu'elles pouvaient faire uniquement sur notre site. Et de la même manière, on est en train de développer pour les collectivités et les porteurs de projets en fait une cartographie des capacités du réseau qui permettra à la maille d'une rue, à la maille d'un bâtiment, de mesurer la capacité, de la puissance disponible, en tout cas, d'acceptabilité en injection sur ces territoires-là. Donc c'est vrai que ces données-là permettront d'aider à la décision, en tout cas, l'ensemble de la filière qui souhaite se lancer sur ces projets et faire émerger les projets plus facilement qu'aujourd'hui. Effectivement, merci Stéphane. Effectivement, le levier numérique, c'est quand même quelque chose de très important, effectivement, pour apporter effectivement de la décision et aussi travailler sur l'accessibilité des données énergétiques. Donc, c'est aussi un point très important, effectivement, peut-être à développer. Ça permet effectivement à d'autres acteurs donc d'entrer sur le marché de la filière énergétique et d'apporter effectivement de partir de ces données énergétiques, de les exploiter, de les valoriser pour apporter une aide à la décision, pour permettre aux porteurs de projets de dérisquer leur projet. En fait. C'est vraiment un point très important. Benoît, peut-être pour Arkea, est-ce qu'il y aurait quelques solutions à proposer ou à partager avec nous du point de vue des financeurs à Arkea? Oui, alors oui, bien plus modestement, parce qu'on intervient vraiment en financeur et par rapport à des développeurs ou professionnels autour de la table. Alors nous, modestement, en fait, on s'est mis en ordre de bataille. On s'est mis en ordre de bataille par deux aspects. D'abord parce que le groupe Arkea, je fais très rapide, mais le groupe Arkea a défini sa raison d'être il y a un peu plus de 2 ans et notamment avait mis au cœur le développement économique des territoires. Mais avec une dimension transition environnementale extrêmement importante. Et donc, que ce soit l'ensemble des administrateurs, que ce soit les salariés du groupe et les parties prenantes,
on définit le souhait de contribuer vraiment à ce développement économique et en matière de transition environnementale. Donc ça, c'est un premier point. Après, on s'est mis en ordre de bataille, nous, comme je le disais tout à l'heure, en recrutant une équipe de spécialistes, en formant et en informant les différents services de la banque. Pourquoi? Parce que les porteurs de projets, tout à l'heure, on l'a souligné, et notamment Pierre-Emmanuel Martin l'évoquait, dans les nouveaux tours de table, on a certes des collectivités, on a des professionnels développeurs, on a des sociétés d'économie mixte, on a des collectifs de citoyens. Donc, à nous aussi de mieux cerner l'ensemble des tours de table pour les accompagner. Les projets qu'on a sur les territoires, ils ont déjà été évoqués sur les potentiels. Bien évidemment, quand on croise une collectivité, quand on croise même une association médico-sociale ou même un SMICTOM dans le cadre de la gestion des déchets, il nous parle effectivement de la possibilité ou qu'est-ce qui peut être géré. On a énormément de sollicitations, bien évidemment, sur les anciennes décharges de déchets ménagers, les ISDND, sur lesquelles il y a plusieurs initiatives un peu partout en France. C'est comment en fait aligner du foncier sur des projets photovoltaïques. Et puis, une autre activité au-delà des ENR, mais qui corrobore également le déploiement de celle-ci, c'est au travers de la rénovation énergétique des bâtiments, notamment dans le cadre du décret tertiaire. Beaucoup d'opérateurs disent « Ok, on va rénover énergétiquement nos bâtiments. Par contre, c'est l'occasion aussi, si possible, de revoir son alimentation électrique. » Et donc, se pose la question du photovoltaïque. Donc, modestement, notre accompagnement, bien évidemment, il reste financier. Et puis, pour soutenir ce développement et cet accompagnement financier, on a des solutions aidées parce qu'aujourd'hui, la ligne d'Arkea, c'est plus de financer les projets exclusivement à l'aune de la situation financière des acteurs, mais c'est aussi en prenant en compte des critères extra-financiers. Et c'est pas un vain mot quand on l'évoque, c'est-à-dire qu'on s'est entouré d'une expertise externe, d'un cabinet externe qui nous accompagne là-dessus. Et donc, en fonction de l'atteinte extra-financier, il s'avère que le taux est bonifié au fur et à mesure de la vie du crédit. Donc, c'est différentes solutions que modestement on apporte aux porteurs. Ok, merci. Pierre-Emmanuel, est-ce que du point de vue donc TRLAC, est-ce que il y aurait des solutions un peu miracles entre guillemets, que vous pouvez, qu'on peut partager avec nous? Il n'y a aucun miracle, tout existe. Tout existe et robuste et solide. Je commencerai alors. Moi, j'ai plusieurs casquettes puisque je suis aussi vice-président d'Enerplan. Donc, vous annoncez quand même une excellente nouvelle, c'est que a priori la Belgique réussit à faire autant de solaire qu'en France. Donc, si vous voyez l'ensoleillement de la Belgique, c'est à peu près celui de la Bretagne. Donc, la Bretagne doit nécessairement, alors je ne sais pas, c'est vrai que nous ne faisons pas énormément de solaire là-haut, hein, c'est plus de l'éolien que j'ai fait, mais le solaire est évidemment pleinement légitime, et plus que ça même, en Bretagne. Et je dirais d'autant plus légitime que la façon de faire des projets, la coopération plus naturelle en Bretagne fait qu'il est peut-être même plus facile de faire des projets en Bretagne que dans l'extrême sud, où les enjeux parfois sont ces batailles, et c'est moins industriel et beaucoup plus rural et à l'ancienne dans la façon de gérer les affaires. Donc, juste quelques chiffres pour vous dire, les collectivités doivent absolument se saisir du truc. C'est qu'on peut demain avoir un projet, enfin une situation du solaire en France où nous aurons, je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet Oriseo, de 1000 mégawatts, 1 gigawatt dans les Landes. On peut très bien avoir un développement, si vous voulez, des projets solaires aterritoriaux, c'est-à-dire portés par des énormes machines, des énormes... je ne suis pas contre, hein, je n'exprime pas, mais ce qui veut dire qu'on peut avoir une situation où le solaire se concentre dans les mains, je dirais, de quelques oligopoles. Il faut absolument que les territoires comprennent la chance qui est la leur aujourd'hui. C'est-à-dire que demain, le mix énergétique, les énergies renouvelables, c'est énorme, c'est 50%. Sur 650 TWh, aujourd'hui on consomme 430 TWh en France. C'est l'objectif, et vous savez, il y a eu des objectifs, ou en tout cas le plan à horizon 2050 du RTE. C'est quand même une place très importante de la production d'origine renouvelable. Et là-dedans, le solaire tire son épingle du jeu. C'est-à-dire que quel que soit le scénario, on fait beaucoup de nucléaire ou on n'en fait plus, le solaire, c'est énorme.
C'est énorme. Donc en 2050, il faut considérer que vous aurez 130 à 150 gigawatts de solaire, même si le RTE, dans son scénario médian, on est plutôt à 118. Nous, à Enerplan, on pense qu'on sera à 130 gigawatts, voire peut-être 150 gigawatts solaire. Aujourd'hui, on en a 11. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura 10 fois plus de solaire. Si on rapporte ça au nombre de PCI en France, 1200, c'est qu'il y aura énormément de solaire sur le territoire français. Donc, quels sont les EPCI qui tireront leur épingle du jeu? Alors, juste pour vous dire qu'à horizon 2050, c'est 190 milliards d'investissements. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est plus que la filière automobile hein, qu'on invente aujourd'hui en France. Donc, les EPCI qui se disent, est-ce que je fais mon école, mon truc, est-ce que j'y vais pas? Je veux dire, oui, ils peuvent rester dans l'ancien monde. Mais ce n'est pas eux qui accueilleront demain la plus-value, la valeur ajoutée de ce qui va arriver. Donc, si on rajoute 190 milliards sur à peu près 1000 EPCI en France, j'enlève hein, les EPCI pour lesquels il est compliqué de faire du solaire, trop urbain, enfin, ville de Lyon, on essaie d'en faire, hein, la métropole de Lyon, c'est très compliqué, hein, on est sur des projets. Mais si on prend les territoires qui ont effectivement des décharges, des carrières, des délaissés, y compris des terrains à faible valeur agricole sur lesquels on peut, avec la Chambre d'agriculture, dans un débat et dans un dialogue participatif, on peut accueillir, et il faut accueillir ces investissements. En grosse maille, c'est 200 millions d'euros d'investissement par EPCI qui vont arriver. Donc c'est de la richesse. Et cette richesse, dans quelles mains va-t-elle aller? Et c'est ça la question. C'est est-ce que la collectivité s'organise pour maximiser les retombées, la valeur ajoutée sur leur territoire au bénéfice de leurs citoyens, de leurs habitants? Et donc c'est là où on va parler, et nous avons développé une boucle locale, c'est-à-dire des plateformes qui font comme des régies virtuelles d'électricité au nom de la collectivité, pour que la collectivité puisse agréger l'ensemble des demandes des consommateurs, fléchées si possible vers les consommations locales. Mais ces plateformes que l'on vend, dans le cadre, là c'était pour répondre à M. Dubois, nous avons des solutions technologiques qui permettent justement de collecter la data. À partir, nous sortons alors au niveau parisien de la direction d'Enedis, nous sommes les premiers à développer un écran déporté à partir des données du Linky avec un émetteur radio Linky. On peut avoir un écran déporté chez chacun des citoyens qui permettent à chaque citoyen de comprendre ce qu'il consomme en temps réel, de ce que ça lui coûte et d'où ça vient. Donc si vous avez votre planification territoriale d'investissement d'un côté, où vous allez, vous, collectivité, mais véritablement, c'est un plan Marshall qu'il faut que vous pensiez au niveau local en termes d'actifs. Demain, il y a des solutions par la data qui vous permettront d'agir auprès des citoyens pour les accompagner. C'est-à-dire que nous, notre solution, on est en train de travailler avec l'ADEME, rien qu'un écran déporté chez vos habitants permet de réduire de 10 à 30% la consommation. Pourquoi? C'est Weight Watchers. Quand vous voyez votre poids, vous faites des efforts. Quand vous voyez la consommation d'électricité, non seulement en quantité, mais en argent, je peux vous dire que vous fermez plus facilement les lumières et vous avez vos gosses qui ferment plus facilement les lumières et qui évitent les déperditions et les dépenses pour rien. Donc il y a... Alors après, c'est quoi les solutions? Eh ben, d'abord, nous, venez nous contacter. Je pense que IEL, c'est pareil et on sera un petit peu dans cette démarche participative. Vous avez, dans tout l'écosystème, des développeurs. Et chez certains développeurs, et Terrelac, c'est comme ça que nous avons fondé notre entreprise, nous sommes partenaires des collectivités. Nous sommes partenaires, c'est-à-dire que nous avons un savoir-faire que nous sommes prêts à partager. Évidemment, on n'est pas des universitaires, donc nous, derrière, on va essayer de récupérer une copropriété, donc une copropriété d'actifs, et d'amener des solutions. Il y a des AMO, n'hésitez pas à utiliser des AMO qui savent faire, au-delà de la planification territoriale, de vous expliquer, de vous accompagner dans le choix, dans vos AMI, voilà. Il y a toutes ces solutions, mais il faut vraiment comprendre l'enjeu, c'est que on peut se dire, pas de ça chez moi, ou c'est un truc, ou c'est machin, etc. Non. C'est très complexe, mais il y a véritablement un enjeu. Nous, on sort là, on vient d'être retenu par une communauté de communes, Saône-Beaujolais, donc qui est connue, hein, puisque c'est l'épicentre du Beaujolais en France, Saint-Amour, Juliénas, voilà. On a un maire et une collectivité où il se trouve qu'il y a des gens, un des vice-présidents est aussi président du syndicat d'énergie du département du Rhône.
Ils ont cette ambition, et leur DGS le porte aussi, ils ont une ambition, c'est-à-dire de produire de l'énergie pour pouvoir demain l'exporter vers Lyon. On est aux portes de Lyon, hein, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont défini un plan massif de 100 MW qui dresse à peu près toutes les questions, et y compris la question du particulier, puisqu'ils veulent une solution pour éviter les éco-délinquances, c'est-à-dire tous ceux qui vendent des combles à 1 euro. Enfin, voilà. Et donc, ils ont fait un AMI, on a été nombreux à y répondre, plus ou moins nombreux, on a été retenus pour les accompagner en tant que partenaires, pour trouver toutes les possibilités de projets chez eux, du privé, du public. On joue le rôle avec eux de développeurs, y compris contre d'autres. C'est-à-dire qu'on va aller négocier des fonciers sur du privé, sur du public, on fait des parkings, voilà. On a créé un outil de développement et de déploiement avec notre savoir, et eux, la collectivité, c'est la collectivité organisatrice. C'est qu'elle est dans son rôle. Et son rôle, c'est d'informer, c'est de discuter, c'est de changer, de rendre compatibles les trucs, les plans d'urbanisme. Et là, ça marche. Et si on y met une boucle locale demain, la collectivité, elle a ses 25 000 compteurs Linky qui sont connectés, elle organise et elle permet d'avoir des gens qui savent ce qu'ils consomment, donc qui réduisent naturellement leur consommation. On fait de l'achat groupé, et donc on réduit d'à peu près 10% le prix de l'électricité qu'on va obtenir auprès d'un fournisseur, et en plus on y plug demain les actifs solaires qui vont arriver sur la zone en reprenant le fournisseur qui sera retenu sera aussi celui qui sera l'agrégateur pour pouvoir vendre l'énergie de ces centrales. Donc il existe plein de solutions, il existe des partenaires, nous en sommes un, nous serions très heureux si on pouvait sortir de là. Enfin, je fais un peu ma retape, hein. Mais en fait, effectivement, il y a des vraies opportunités effectivement pour les collectivités que d'investir dans le solaire. Il y a aussi des solutions. Il faut y aller et garder à l'esprit que ce qui se passe en Belgique, l'Allemagne, en 2030, c'est un plan de 200 gigawatts. C'est-à-dire que nous aurons la moitié en 2050 de ce que l'Allemagne envisage d'installer d'ici 2030. Bon, ben, inutile de vous dire que la Poméranie-Mecklembourg, elle a un ensoleillement à peine supérieur au Finistère, qui est le truc le plus faible qui est en France. Bon, ben, ils y vont. Et ben là, je pense qu'il faut que et l'Ouest est une terre particulièrement propice parce que vous savez aller vite, et vous avez aussi un très bon cluster qui s'appelle Atlanson et qui travaille très très bien pour évangéliser, vous accompagner dans. Ok. Merci Pierre-Emmanuel. Effectivement, donc effectivement, on est assez d'accord effectivement pour dire que il y a une vraie effectivement opportunité pour les collectivités que d'investir dans des énergies renouvelables, notamment le solaire. C'est une énergie effectivement qui est locale, donc qui est décentralisée, donc qui peut participer effectivement à cette résilience énergétique des territoires. Et il y a aussi une opportunité financière pour les collectivités. Ce qu'on disait au début, effectivement, c'est aussi un levier pour rendre du pouvoir d'achat. Donc, c'est un levier de solvabilité donc, pour les ménages, mais aussi pour les collectivités. Mais aujourd'hui, il y a aussi d'autres enjeux donc, qui viennent se greffer à tout ça. On voit apparaître, par exemple, tout à l'heure, Jean-Luc Debois parlait de l'intégration des usagers, des citoyens dans des projets. C'est un besoin assez urgent parce qu'on voit apparaître aujourd'hui des mouvements de contestation en fait, pour défendre le foncier, donc à l'agricole notamment. Donc voilà, donc on se pose la question aussi de la désirabilité de certains projets photovoltaïques, mais aussi à côté de ça, on a aussi certains acteurs donc qui commencent à venir en soutien effectivement de l'écosystème énergétique via le digital. Donc il faudrait aussi que les collectivités, mais aussi les porteurs de projets, acceptent ces nouveaux acteurs, les intègrent aussi dans la planification énergétique du territoire, parce que ce sont des gens qui manipulent la donnée, qui manipulent aussi du digital, des solutions faciles à activer pour effectivement faire de l'accompagnement. Donc il y a tous ces enjeux-là qui sont aujourd'hui réunis pour effectivement aller de l'avant sur le mix énergétique local via forcément le solaire, parce que c'est là où il y a une opportunité assez importante. Hein. Donc, je voulais juste redonner parole à Jean-Luc Debois, le maire de Longueuil. On l'a cité tout à l'heure
la commune de Langouette comme une commune pionnière qui a réussi pas mal de choses au niveau photovoltaïque, donc qui servent aujourd'hui de vitrine, si vous voulez, donc pour les autres communes. Est-ce que, Monsieur le maire, vous avez aussi des recettes assez spécifiques à partager avec nous pour effectivement aider les autres collectivités à passer le pas? Je dirais, ce qui a été beaucoup dit, c'est aussi, je l'avais dit tout à l'heure, il faut avoir des indicateurs. Donc, depuis de nombreuses années à Langouette, on travaille avec l'ALEC qui nous fournit finalement notre tableau bord énergétique de la commune. Alors, c'est vrai que j'ai une courbe qui va depuis le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, et je pense que c'est déjà un élément important. Ça permet de savoir où on va, ça permet aussi de voir les économies que nous faisons. Donc, je pense que le tableau de bord, mais ça a été dit tout à l'heure, est important. C'est vrai que dans nos projets, on s'est fait aussi accompagner, je dirais, largement par l'ALEC, par Enedis, également par une start-up qui s'appelle Enogrid, qui nous fournit toutes les données sur notre boucle d'autoconsommation. Elles nous fournissent là pour les tâches évidemment administratives, mais c'est aussi important, ça a été dit également, que les habitants, on parlait tout à l'heure je dirais d'un écran déporté, je vois bien que les habitants qui sont sur la boucle d'autoconsommation collective, ils sont aussi intéressés par cette information. Et je pense et on en a profité pour faire une petite réunion de travail pour leur montrer comment, avec cette énergie locale, il faut peut-être transformer un peu leur mode de vie sans aller trop loin, mais leur mode déjà de consommation d'énergie. Il est clair que quand on fonctionne avec plus de solaire, je dirais peut-être que le chauffe-eau, il ne faut pas qu'il chauffe la nuit, mais plutôt dans la journée quand on est sur la boucle locale solaire. Donc, on voit bien qu'il faut aussi accompagner au niveau des habitants, ceux qui participent à ces projets-là, je dirais leur montrer comment évoluer et comment utiliser au mieux ces nouvelles sources d'énergie. Et pour finir, je reviendrai à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut aussi des projets. Pour aller plus loin dans notre boucle d'autoconsommation aujourd'hui, notre sujet, c'est la production. Ce n'est pas j'ai beaucoup de consommateurs qui voudraient se raccorder, mais je n'ai pas assez de production pour leur fournir ce qu'on s'est trouvé comme on a défini un minimum de ce qu'on pouvait leur produire, et c'est à peu près 15% de leur facture énergétique qui est produite en local par la boucle aujourd'hui. Et donc, le travail qu'on a à faire aujourd'hui, c'est plutôt d'aller chercher des nouveaux projets pour pouvoir produire un peu plus d'énergie solaire au niveau local. Ok, en tout cas, merci donc pour votre participation, pour ces échanges. J'ai maintenant quelques questions du public donc à vous transmettre. La première, celle de Pierre Guinaud, qui nous pose la question, donc une fois que le gisement solaire est identifié pour une commune, quels sont les acteurs importants à rencontrer pour initier le projet? Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça? Je peux répondre. Emmanuel? Moi, je pense que c'est les développeurs. Enfin, notre métier, et ça, je pense qu'IEL, notre métier, c'est précisément, et on sait même trouver des gisements là où vous ne pensez pas qu'il y en ait. Donc, je veux dire, consultez-nous. Prenez ceux qui vous semblent les plus partenariaux, parce qu'évidemment, parmi les développeurs, vous allez trouver des sociétés. Alors, c'est vrai que la règle, je pense qu'avec IEL, on fait partie des développeurs avec conviction, locaux, partenariaux. C'est vrai que vous pouvez aussi tomber sur des développeurs qui sont des structures qui elles-mêmes derrière veulent vendre à des fonds d'investissement d'infrastructures et qui ne sont pas forcément partageux. C'est vrai que la culture du partenariat public-privé est un petit peu compliquée en France du fait de relations un peu déséquilibrées entre des majors et des collectivités sur les services aux communes. Mais nous sommes, nous développeurs, les solutions pour vous aider à passer, si vous avez du foncier, ou en tout cas une volonté, à vous identifier les projets que demain, qui pourront être faits et que nous pouvons faire, parce que nous maîtrisons ce métier complexe de l'architecture de projet. Ok, merci Pierre Emmanuel. Juste un complément d'information pour Pierre Guinaud. Effectivement, il y a des développeurs comme Terralac, effectivement, qui peuvent vous accompagner.
Mais ce qu'il peut vous dire aussi que faire une étude qui concerne notamment le gisement solaire, c'est très bien, mais il faut aller au-delà. Je pense pour votre projet aussi s'interroger sur la rentabilité économique, mais aussi comment valoriser votre impact écologique aussi à travers ces projets-là. Donc, il y a aujourd'hui des acteurs comme Terelac, mais aussi comme voilà, Urban Think qui peuvent vous accompagner effectivement dans ce processus-là et vous aiguiller vers des acteurs installateurs. Et IEL est un bon partenaire aussi. Oui, un IEL, effectivement. Gros frais. Voilà, donc ce sont des acteurs que vous voyez ici, les intervenants qui sont ici avec nous, sont voilà, des professionnels qui peuvent aussi vous accompagner donc, dans vos démarches, que ce soit des installateurs, des financeurs comme Arkea ou des acteurs digitaux comme nous, même Enedis, hein, donc ils ont une tradition, une expertise assez développée pour vous aiguiller dans vos projets. Stéphane, j'ai une question pour toi. Donc tout à l'heure, tu as cité une commune où vous avez mis en place un projet d'autoconsommation collective. Donc la personne qui qui pose la question n'arrive pas à trouver le nom de la commune. Est-ce que tu peux me le rappeler, s'il te plaît? Alors, c'est la commune du Ferré et il faudrait que je vous retrouve le lien qui parle de ce. C'est un projet Smile en fait. Ah, ok, c'est un projet Smile. On peut peut-être partager le lien dans le chat. Ça. Alors quand je dis nous, c'est en fait nous, on a rendu possible ce projet-là. C'est la commune qui a poussé ce projet-là via Smile et nous, notre accompagnement, c'était de s'assurer que la chaîne de communication des compteurs Linky le permette, le raccordement des producteurs soit bien réalisé dans les temps, etc. Donc. Ok, très bien. Ok, donc j'ai pas d'autres questions de public. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Mourad ? Oui. Oui, je voulais quand même compléter ce que disait Pierre-Emmanuel. Alors certes, Terelac et IEL sont incontournables. Plus sérieusement, on a dans l'Ouest des SEM qui ont créé des SAS qui sont très percutantes hein, sur le sujet. Je pense à celles qu'on côtoie un peu au quotidien, Morbihan Énergie, Vendée Énergie, la SEM Énergie 44, c'est des SEM qui ont quand même embauché là, ces 5 dernières années. Et il y a aussi des compétences chez ces gens-là pour bien défricher le sujet. Oui, exactement. Ouais, je suis assez d'accord. Effectivement, ce sont des gens aussi qu'on connaît. Effectivement, on a la chance, notamment dans l'Ouest. Après, ailleurs, on n'a pas encore investigué. Emmanuel connaît très bien Sud-Est. Nous, on est plutôt dans l'Ouest et il y a quand même un écosystème assez développé d'acteurs qui peuvent effectivement aider à confectionner des projets d'autoconsommation collective et individuelle autres. Donc, c'est vraiment une chance pour nous. Donc, voilà. Donc, je partage effectivement le compliment de Sylvain. Effectivement. Ok, en tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Ce ne sera pas le dernier, donc on a prévu effectivement une série comme ça de webinaires pour éclairer aussi sur ces projets d'autoconsommation collective et individuelle. Hein. Donc, c'est apporter une information pratique et opérationnelle pour tous ceux qui souhaitent investir dans le photovoltaïque. N'hésitez pas, effectivement, là, je fais un petit peu, comment dire, un peu de pub pour ma paroisse. N'hésitez pas à aller sur notre site internet urbanthink.com, pour effectivement voir ce qu'on fait, nous utiliser dans la décision et surtout demander des démos pour notre application Atinergy. C'est une application qui aide donc au prédimensionnement des projets photovoltaïques, donc et aussi à bien faire la faisabilité de ces projets-là. Donc c'est du digital, voilà, pour aider l'écologie, quoi. On fait ce qu'on appelle digital for green. Donc c'est aussi un outil digital qui est super important pour aider aussi à massifier les projets photovoltaïques au niveau du territoire. Merci en tout cas à tous et j'espère vraiment de vous retrouver dans d'autres circonstances, d'autres événements sur le sujet. À très bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.